Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Allule, le podcast dédié à l'ornithologie. Dans le cadre du podcast, je souhaite mettre en avant certaines pratiques méconnues ou insoupçonnées de l'ornithologie. Cela faisait longtemps que je voulais vous parler du suivi des oiseaux échoués. Il s'agit de comptages organisés chaque année au cours de l'hiver par une multitude d'associations afin de recenser le nombre de cadavres d'oiseaux échoués sur les côtes françaises. Pour autant, à quoi ce suivi sert-il ? Au-delà de constater le nombre d'oiseaux morts échoués sur nos côtes, ce comptage permet d'évaluer la qualité du milieu marin et l'état de conservation de la biodiversité marine. En effet, certains cadavres permettront d'évaluer le degré de pollution plastique ou la présence de mazout en mer, voire la pression de la pêche sur les oiseaux marins. Bref, il s'agit selon moi d'un comptage utile qui est accessible à toutes et à tous. Afin de vous présenter ce suivi en détail, j'ai eu la chance et le plaisir d'échanger avec Sébastien Legris, qui travaille au sein de l'association Picardie Nature. J'avais plusieurs questions en tête en préparant l'épisode. Quelles espèces permettent d'attester de la qualité du milieu marin ? Quelles tendances ont été observées au cours des 10 dernières années ? Et, concrètement, comment réalise-t-on ce suivi sur le terrain ? Cet épisode a été enregistré au bord de l'eau en baie de Somme, à Cayeux-sur-Mer. Au cours de l'épisode, vous pourrez entendre des cris de colonies de reproduction de guillemots de Troil ainsi que de fulmars boréaux, deux espèces mentionnées à plusieurs reprises au cours de l'épisode et que l'on retrouve régulièrement échouées sur nos côtes en hiver. Aussi, pour vous donner un aperçu concret de ce suivi, j'ai pu accompagner Sébastien sur le terrain et il vous présentera quelques critères qui permettent d'identifier des oiseaux échoués. Enfin, je profite de cette introduction pour faire un aparté. Cela fait plusieurs mois que l'Allule existe et vous êtes plusieurs centaines à suivre le podcast. Je vous remercie profondément pour votre soutien. S'il s'agit de la première fois que vous écoutez un épisode du podcast et que ce contenu vous plaît, il y a 3 choses que vous pouvez faire pour soutenir l'Allule. Vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, en parler autour de vous et, troisièmement, suivre le podcast sur Instagram. N'hésitez pas par ailleurs à me suggérer des invités via le formulaire qui se trouve sur la page Instagram du podcast. Sur ce, je ne vous embête pas plus et je vous laisse avec l'invité de ce 9e épisode de l'Allule. Bonjour Sébastien. Bonjour Léo. Alors est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et me dire depuis combien de temps tu t'intéresses à l'ornithologie ? Donc je suis Sébastien Legris. Donc je travaille à Picardie Nature en tant que chargé de mission. Je suis notamment référent sur les oiseaux marins. Donc je m'intéresse à l'ornithologie depuis ma tendre enfance, j'ai envie de dire. Mais mes premiers souvenirs, c'est plutôt les oiseaux en cage, en volière. C'était mes premières passions. Alors c'est un peu comme ça que j'étais proche d'eux, donc la découverte un peu de la biologie, etc. des oiseaux, je l'ai faite un petit peu par cette partie captivité, on va dire. Du coup, après, donc il y a eu un point déclencheur, ça a été aussi une paire de jumelles chez ma grand-mère, et donc je regardais les oiseaux dans le jardin, et donc j'ai découvert comme ça mes premières linottes, les premiers verdiers, les premiers chardonnerets, et je me suis rendu compte que il y avait aussi tout un monde fabuleux à l'extérieur, et puis ça a cheminé, et au lycée j'ai rencontré des premiers amis, on va dire, qui observaient aussi les oiseaux, etc. Et là je suis rentré un peu dans le virus c'était un peu la course à la recherche de l'espèce un petit peu rare, etc. C'est là où on est en pleine découverte de la diversité que l'on peut trouver dans l'ornithologie, et le virus avait pris, donc et après ça a continué comme ça, et puis j'ai fini par en faire mon métier, quoi. Tout à l'heure, tu as mentionné que tu travailles pour Picardie Nature, donc il y a une association. Est-ce que tu peux me décrire un peu l'association, son domaine d'action, son historique un peu ? Alors oui, bien sûr. Picardie Nature, donc c'est une association qui existe depuis 1970. Bon, à l'époque, ça s'appelait le GEPOP, le groupe d'études et de protection pour les oiseaux en Picardie. Après, c'est devenu Picardie Nature par la suite. On a surtout 3 axes, en fait. Tout ce qui est études, donc de la faune à travers des réseaux naturalistes. Alors les réseaux naturalistes
ce sont des regroupements, on va dire, de passionnés dans certaines disciplines, que ce soit les oiseaux, les mammifères, reptiles amphibiens, les insectes. On a une douzaine de réseaux comme ça au sein de l'association. Et puis après, on a une centralisation de toutes ces observations dans une base de données qui s'appelle ClickNat. Et là aussi, c'est un outil d'une grande importance parce que avec ça, on va pouvoir faire des cartes de répartition, mieux comprendre l'état des populations, faire des outils comme les listes rouges ou même répondre un petit peu aux politiques publiques sur des projets d'aménagement et pour connaître par exemple les enjeux de certains territoires de la région. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, connaissance. Après, on a une discipline qui est plus sur la sensibilisation. Donc là, on a un pôle découverte nature qui, en fait des interventions auprès des scolaires, du grand public. On a par exemple les ATE, c'est les aires terrestres éducatives, où avec les classes, on va monter des projets pour leur faire découvrir la nature. C'est très enrichissant. Et puis après, on a aussi un aspect protection. Alors la protection, on a une mission qui s'appelle Faune et Bâti, où là, on va plutôt régler un petit peu les problèmes de cohabitation qu'il peut y avoir entre des habitants par exemple et la faune qui vient loger dans les habitations. C'est une faune protégée en général, les moineaux, les hirondelles, les chauves-souris qui ne peuvent pas être évidemment détruites et protégées. Donc il faut trouver un moyen, un consensus pour faire cohabiter l'homme et ce type de faune. Donc là il y a des aménagements qui existent, il y a de la médiation, en protection on fait aussi de la protection sur les nichés de busards, avec de la médiation aussi avec les agriculteurs. Et puis on fait aussi des protections, alors je pense aux amphibiens par exemple, on peut aussi intervenir sur certains dispositifs par exemple le long des routes lors de la migration pour réduire la mortalité des amphibiens sur les routes. Dans tout ce panel d'action aujourd'hui, on est au Hourdel, donc en baie de Somme. Ouais. On fait un recensement des oiseaux qui sont échoués. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer en fait en quoi ça consiste, ce recensement, et après comment ça s'effectue et quand ? Ce recensement, donc nous on a de la mi-décembre jusqu'à la mi-mars un protocole qui est là en fait pour suivre les oiseaux échoués et avoir des indicateurs. Donc c'est ce qu'on appelle le protocole EcoQIO. Et là donc aujourd'hui on est sur une journée bien particulière qui s'appelle donc la journée du suivi des oiseaux échoués. On réalise ce suivi toujours le dernier week-end de février et c'est un suivi qui se fait de manière concertée en fait avec les autres régions, notamment à l'échelle de la façade de Manche-Mer du Nord. Donc on a nos collègues du GON, groupe ornithologique et naturaliste du Nord. On a aussi le groupe ornithologique normand, le GONM. Aussi donc en Bretagne, à ma connaissance, sur la façade atlantique, il y a un suivi quand même assez large sur un même week-end pour connaître la mortalité des oiseaux marins, voir un indice en fait, et puis comme ça on le suit à une même période, sur un laps de temps. Alors ça se fait, nous à Picardie Nature, et c'est un peu pareil dans les autres régions, je pense surtout au Nord-Pas-de-Calais, ex-région, donc le Nord-Pas-de-Calais, et puis la Normandie. Depuis les années 70, on fait des suivis d'oiseaux échoués, donc on commence à avoir du recul aussi sur, dans le temps. Après, tu voulais peut-être savoir exactement comment on l'organise. En fait, donc là, on est une équipe de bénévoles, on couvre le trait de côte. Qu'est-ce que tu fais en fait ? Tu marches et tu trouves les cadavres, t'en ramasses certains, j'ai vu. Donc là, on se répartit grosso modo sur tous les secteurs de plages accessibles, on va dire. Donc c'est surtout plage de galets, plage de sable. Là où il y a les molières, les vasières, tout ça, on peut pas trop y aller parce que c'est trop difficile. Du coup, on fait une 40aine de kilomètres sur la façade du littoral picard. On est en 5 groupes, là, avec 18 participants. Donc on fait des petites équipes de 3-4 personnes. Et le but, en fait, c'est de se concentrer sur la laisse de mer. On se met à peu près à des distances respectables et donc de regarder, de chercher le moindre indice de mortalité d'un oiseau. Donc ça peut être un bout d'aile. À partir du moment où on a un ensemble de plumes, où on voit qu'il y a eu une mortalité, on se penche dessus, on indique l'espèce au mieux, la détermination, soit à travers les plumes, ou soit parfois on a le cadavre plus complet. Une fois qu'on a relevé l'espèce, on essaye aussi de voir un peu quelle cause de mortalité. En général, on ne trouve rien parce que soit c'est les restes, l'état du cadavre ne permet pas de voir. Mais parfois, on peut avoir une surprise de retrouver dans un hameçon, par exemple sur un fou de bassan, ça arrive de retrouver un hameçon pris dans le bec, donc ça c'est des choses qui sont déjà arrivées. On retrouve parfois un guillemot avec une tache de mazout sur le ventre. Des oiseaux un petit peu mutilés aussi, qui pourraient donc plutôt être liés à de la pêche en mer. On le voit quand c'est avec un objet tranchant. Parfois on retrouve des oiseaux avec des pattes en moins, ou tête en moins. Tous ces indices-là, on les relève. Et au moins, ça nous donne quand même des premières indications. Est-ce qu'il y a des raisons qui font que les oiseaux s'échouent le plus en hiver ? Est-ce que c'est plus les tempêtes ou il y a plus de maladies à cette période de l'année ? Alors oui, il y a plusieurs choses. Déjà, les individus qui s'échouent, en général, ils meurent en mer et puis ils arrivent, ou alors ils sont très très proches des côtes. On a deux causes, On peut avoir une cause naturelle et une cause anthropique, on va dire.
Donc la cause naturelle, ça peut être les tempêtes, beaucoup pour certains oiseaux surtout, qui vont vivre à la surface de l'eau, posés. Alors je pense aux alcidés, c'est tout ce qui est la famille des pingouins. On font partie aussi, il y a le guimauve, le macareux. Et donc ces oiseaux-là, par épuisement, ils peuvent se retrouver lors de tempêtes en échouage. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, de la prédation. Bon, ça, c'est moins visible selon l'état des individus, mais on peut retrouver de la prédation. Donc ça, c'est un peu les causes naturelles. Mais après, on a aussi des causes anthropiques. Donc ça peut être des pêches accidentelles en mer, ça peut être les hydrocarbures, on parlait tout à l'heure de la pollution au mazout. Ça peut être aussi les matières plastiques. Alors il y a un des oiseaux qui s'appelle le fulmar boréal, qui fait partie des indicateurs et qui lui consomme en fait des petites matières en surface de la mer, c'est dans sa façon de s'alimenter, et de là il peut consommer des matières plastiques, voilà, qu'on va retrouver après dans les contenus stomacaux. Puis après dans les causes anthropiques, ça peut arriver aussi la chasse, etc. Voilà, Alors pourquoi l'hiver ? Parce que l'hiver on a des populations d'oiseaux qui sont beaucoup plus importantes, alors en population d'oiseaux marins, parce que les oiseaux marins sont surtout concentrés vers les pôles. Plus on monte vers les pôles, plus on a une grosse quantité, une grosse biomasse, on va dire, d'oiseaux marins. Ça fait partie de... en fait, il y a des zones de ressources alimentaires qui sont plus intéressantes en remontant plus vers les pôles. Ces individus donc, qui descendent chez nous, qui proviennent du nord, sont soumis à des difficultés. C'est la mauvaise période. Donc ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça les épuise. Il y a aussi une part forte d'individus de leur première année. Et chez les oiseaux marins, il y a un apprentissage qui est assez long. Les oiseaux marins, leur maturité sexuelle, ça va être 5 ans dans certains cas, jusqu'à 10 ans. Et puis même pour tout ce temps-là, l'apprentissage, pouvoir pêcher en mer. Et du coup, la première année, c'est souvent la première grosse épreuve, le premier challenge à dépasser. Donc là, on a quelque chose de sympathique qu'on rencontre assez souvent en ce moment. Donc on est sur un alcidé. Alors là, si on retourne l'aile, voilà. Donc moi, j'aime bien ce critère-là. On a donc les axillaires qui sont très blanches. Et ça, c'est typique justement du... Donc ça, c'est le pingouin torda. Chez le guimauve, on aurait des petites mouchetures. On peut aussi retourner si on voit l'aile sur le dessus. Là, elle est très sombre. En même temps, on est sur un individu un peu mouillé. Il est un peu plus chocolat chez le guimauve au niveau de la couleur. Là, on a une couleur très sombre. Donc ces deux critères-là, ça peut nous permettre de dire que c'est le pingouin torda, parce que là, il n'en reste plus grand-chose. Là. Ah oui, donc alors là, voilà, là on va retrouver un autre alcidé. Tout à l'heure on parlait des alcidés, donc de cette famille des pingouins. Donc là par contre on est bien sur le guimauve, le fameux guimauve. Alors comment on le reconnaît ? Là on a de la chance, on est sur un individu complètement entier, tout frais d'ailleurs, qui a dû être échoué suite à la tempête. On a un bec pointu, donc ça c'est une première chose. Chez les autres alcidés, le bec qui est relativement élargi. Donc chez le pingouin torda et chez le macareux moine, c'est relativement élargi. Là on a un bec pointu qui est typique du guimauve. Et puis on peut regarder un peu le dessous des ailes, comme je disais tout à l'heure sur le pingouin torda, c'est d'un blanc uni chez le pingouin torda. Ici on a des mouchetures bien marron qui sont typiques du guimauve. Donc ça c'est pratique quand on trouve que uniquement les ailes comme critère. Là c'est pas très compliqué. Quand on est comme ça sur une aile, on est sur un laridé, c'est-à-dire famille des goélands mouettes, donc grise unie, et donc là c'est un goéland argenté sans trop de soucis. Dernier stade, on est sur un stade adulte, donc ce gris bien uni, et puis on voit au niveau des rémiges, les rémiges bien noires avec les petites taches blanches là, voilà, donc là un reste de goéland argenté. Alors là, il reste plus grand chose. Ouais, il est dans un état. Mais par contre, on voit vraiment des grandes plumes blanches là. Donc on a des grandes plumes blanches, on a quelques petites taches marron. On serait sur un signe, vu la taille des plumes, on en a retrouvé un il n'y a pas très longtemps dans des ramassages précédents, donc c'est certainement celui-là qui s'est un peu décomposé. Et donc on voit des taches un peu marron, que c'était un signe qui n'était pas encore mature. Voilà.
encore un peu des plumes typiques des juvéniles chez le cygne. Puis après, avec des plumes, des rémiges aussi grandes, ça peut pas être grand-chose d'autre. On pourrait avoir peut-être des oiseaux aussi comme le foulbasson, des choses comme ça qui ont déjà des plumes assez conséquentes, mais là, pour le coup, ils sont pas mal, quoi. Donc c'est bien un cygne. Ce matin, on a couvert un peu du trait de côte. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu les espèces qu'on trouve le plus abondamment, ou en tout cas cette saison, quelles sont les espèces que tu as le plus trouvées? Alors, les espèces que l'on retrouve le plus, c'est avant tout des laridés. Alors là, je m'appuie un peu sur les 10 dernières années. On est à 39%, si on peut être précis, de laridés trouvés dans nos échouages. Sur la côte picarde. Sur la côte picarde. Donc on a avant tout du goéland argenté, on retrouve aussi de la mouette rieuse, ensuite de la mouette tridactyle, et puis on peut avoir aussi le goéland cendrel, le goéland marin, le goéland brun. Puis d'autres après, beaucoup plus minoritaires, on peut retrouver de la mouette pygmée. Après on retrouve le foulbassan qui est assez bien représenté. Dans mes chiffres, c'est 11%. Et puis après on va retrouver la famille des alcidés, de ce que je parlais tout à l'heure, les petits pingouins. Donc on a le pingouin torda, on a le guillemot de troll, voire le maquereau. Puis après, on peut trouver des canards. On a souvent le cygne qui ressort, donc le tadorne. Donc ça, c'est un peu deux espèces qu'on retrouve. Donc les canards, c'est les anatidés. Voilà, je mets le cygne dans les canards parce que voilà, on va dire la famille des anatidés qui ressort pas mal dans nos découvertes. Et puis après, on peut retrouver aussi des petits limicoles, huîtriers, courlis. On va retrouver des bécassos. Après, on a des oiseaux terrestres, je veux dire des oiseaux qui vivent dans les terres. Et on peut avoir des surprises. Ce matin, on a vu un faisan. On est déjà tombé sur de la perdrix. On peut retrouver... la fois dernière, on a vu une grive musicienne. On a aussi des passereaux, d'autres oiseaux terrestres qui viennent mourir sur le trait de côte. On peut avoir des surprises. Ce matin, tu m'expliquais qu'en fait, l'intérêt de faire ce suivi, c'est que ça te permet de voir les variations des populations qui sont échouées. Et par exemple, l'année dernière, avec la grippe aviaire, il y avait eu plus de laridés, c'est ça? Là, justement, donc je t'avais ramené des petits graphes pour visualiser un peu ce qui s'est passé au cours de ces 10 dernières années. Et donc, si on regarde bien les laridés, on a vraiment quelque chose de très visible en 2023. Donc là, on a un phénomène qui est flagrant lié à la grippe aviaire. On avait retrouvé aussi beaucoup de restes de foulbassan. Donc ça, c'est toujours ce qu'on retrouvait dans le suivi oiseaux échoués de l'année dernière, qui était très important. On avait un indice kilométrique, donc un nombre de cadavres au kilomètre qui était supérieur à 3 individus au kilomètre, ce qui est assez fort. D'habitude, on est autour de 1 individu au kilomètre, voire 1,5 individu au kilomètre pour être précis. Mais donc là, on dépassait quelque chose d'habituel. Donc il y a eu aussi en début 2015, donc là on remonte un peu plus loin, des épisodes où il y a eu énormément de goélands argentés. Alors, le goéland argenté, à un moment donné, c'est peut-être lié à ce qui s'est passé au niveau de la fermeture des décharges à ciel ouvert, des choses comme ça. Les populations se sont un peu effondrées. On a eu comme ça, vers les années 2014-2015, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais c'est un peu une hypothèse, on retrouvait beaucoup de cadavres de goélands argentés. Puis après, dans les autres tendances qu'on peut observer, alors... il n'y a pas toujours des tendances nettes parce que ça mérite d'être visible vraiment sur un peu plus du long terme. Sur ces 10 dernières années, après, on voit qu'on a surtout des événements. Alors pour les alcidés, donc pingouins et guillemots, avec certaines années de tempête, où là on va retrouver, alors par exemple en 2022, on a retrouvé beaucoup lors du suivi oiseaux échoués, on a eu 18 cadavres de guillemots sur nos 40 km de côte, c'était un peu record. Et puis par exemple en 2018, phénomène de tempête, et là on avait du pingouin torda un peu plus, donc... on arrivait à 8 individus trouvés sur du suivi oiseaux échoués. Donc ça se démarquait des autres années également. L'année dernière, je reviens par rapport à la grippe aviaire, on avait une année assez exceptionnelle sur la mouette tridactyle. On a retrouvé 19 cadavres sur la journée du suivi oiseaux échoués de mouette tridactyle. Ça, par contre, la mouette tridactyle, c'est pas un oiseau qu'on voyait... On en voit toujours, mais c'est 3-4 individus sur un suivi. Et là, l'année dernière, c'était assez record. Pour les gens qui ne connaissent pas la mouette tridactyle, c'est un peu comme une mouette rieuse, simplement c'est beaucoup plus pélagique. Oui, Elle va beaucoup plus en haute mer et elle revient juste sur la terre pour nicher. Ouais. Donc l'intérêt de voir cette tendance... Complètement. Et puis du coup, c'est une bonne indicatrice parce qu'elle passe son temps en mer. Donc pour savoir un petit peu, on va revenir tout à l'heure sur les indicateurs, mais pour savoir un petit peu les causes de mortalité des oiseaux marins, on est sûr ça n'a pas été une cause qui est liée au milieu terrestre. Et elle est vraiment... c'est des oiseaux qui vont mourir en mer. Est-ce que tu peux juste m'expliquer l'intérêt de ce suivi? C'est-à-dire pourquoi on le fait? C'est pas juste pour compter des cadavres et les ramasser. Quel est vraiment l'intérêt? Qu'est-ce que ça a comme intérêt aussi politique?
Bon, on a parlé des tendances, bien sûr. On voit les tendances sur les oiseaux marins. On voit donc les espèces qui sont les plus impactées, on va dire. Alors après, nous, donc, avec nos espèces indicatrices, on s'insère dans ce qu'on appelle la DCSMM, Directive Cadre Stratégie Milieu Marin, pour être précis, qui est une directive en fait qui a été créée en 2008, donc une directive européenne, dont l'objectif est d'améliorer l'état de la qualité des écosystèmes marins. Donc les oiseaux marins servent d'indicateur justement pour voir cet état. Et là, on peut peut-être approfondir plutôt l'aspect indicateur. Et juste, est-ce qu'avant qu'on passe aux indicateurs, tu as mentionné plusieurs fois les 6 espèces qui sont suivies. Est-ce que tu peux juste me les présenter? Voilà, c'est ça. Et après, ça enchaînera naturellement sur les indicateurs. Alors, on s'intéresse aux guillemots de troll, aux pingouins tordas et voire aux macareux à l'occasion, plus pour les hydrocarbures. Donc ça, c'est un indicateur important. Alors, c'est le guillemot principalement qui sert pour cet indicateur-là. Donc le nombre de guillemots mazoutés dans le temps est suivi de près et doit servir à dire si on a plus de problèmes de dégazage ou de pollution, en tout cas aux hydrocarbures en mer, maintenant qu'auparavant. Donc voilà, ça permet de voir une tendance là-dessus. Mais est-ce que ça, c'est parce que les guillemots ont tendance à aller vers ces nappes-là? C'est dû à quoi? Les guillemots sont des oiseaux donc, qui sont au large, des côtes l'hiver, qui sont à la surface, c'est dans leur mode d'alimentation, donc ils restent posés à la surface de l'eau, ils recherchent des bancs de poissons et ils pêchent à la surface. Et donc dès qu'on a une nappe d'hydrocarbures qui se présente, vu qu'ils sont en groupe, quand il y a un groupe qui est pris comme ça dans le mazout, généralement ça se voit bien, ils sont en quantité et là on retrouve des arrivages de cet oiseau-là. Et vu qu'ils sont tout le temps en contact avec la surface de l'eau, évidemment, c'est les premières victimes des mazoutages. Alors après, dans les autres indicateurs, on peut parler des matières plastiques. Donc là, on a le fulmar boréal. Alors, fulmar boréal, pour vous le présenter, c'est un genre de petit albatros, on peut dire. On est dans les Procellariiformes, c'est l'ordre des pétrels, les albatros, les océanites, tout ça font partie de... On les reconnaît avec un bec qui est un petit peu formé de plusieurs pièces, des narines tubulaires, bon bref. Pour le fulmar, lui, il se nourrit vraiment à la surface de la mer et donc il ingère facilement des matières plastiques. Et d'ailleurs, je t'ai ramené un petit exemple de ce qu'on peut retrouver dans un contenu stomacal de fulmar. Donc c'est impressionnant. Donc là, on a vraiment une grande quantité de toutes sortes de plastiques. On peut retrouver même des petits morceaux un petit peu même des métaux type aluminium et cuivre, de la mousse, genre mousse un peu expansive. Il y en a même encore derrière, dans ce qui a été retrouvé. Ah oui, d'accord, il y a des bouchons du plastique, du polystyrène. Il faut savoir qu'un fulmar vit une trentaine d'années. Donc au cours de sa vie, évidemment, tout va s'accumuler en allant. Toutes ces matières plastiques. Donc à un moment donné, on imagine bien que dans la survie de l'oiseau, ça pèse énormément. Et on ne peut jamais dire quand on retrouve un fulmar, et notamment tout ce qu'il peut y avoir là dans son estomac, c'est ça qui a créé la cause de la mort. Mais évidemment, elle a dû certainement fortement contribuer à affaiblir l'individu. C'est incroyable, je ne savais pas qu'il y ait les rapports d'autopsie. Mais juste du coup pour décrire, donc il y a de la mousse qui a été faite par l'homme, il y a 0,5 g. Il y a des métaux, 0,001 g. On a 0,9 g de bois, 3 grammes de plastique dans des petits bouchons de... Je sais pas, c'est peut-être des... Ouais, il y a un peu de tout. On retrouve même des genres de perles ou je sais pas, c'est tout. Ouais. Des grosses billes de polystyrène, 0,6. Et après, des choses complètement étranges, mais qui sont anthropiques. Et du coup, là, il y a 2 grammes. Donc le truc a quasiment 5-6 grammes de plastique dans le ventre. Wow. Donc, on le voit bien avec ces autopsies-là. Alors là, c'était peut-être un individu qui était déjà assez âgé, donc qui en accumulait énormément. Mais ce qui est quand même inquiétant, c'est que globalement, on est à quasi 100% de fulmars. Quand on retrouve des fulmars, il y a toujours des matières comme ça, plastiques. Donc là, on a vraiment un indicateur fort. Et puis après, on a d'autres oiseaux dans les indicateurs qui sont là plus pour l'aspect pêche accidentelle en mer. La mouette dactyle en fait partie. On a les alcidés en font partie aussi en même temps, parce qu'ils sont aussi impactés par ce type de pratique. Il y a le foot bassin. On va être plus sur des oiseaux qui vont aller un peu en profondeur et qui vont se retrouver piégés pour... c'est pas toujours facile à mettre non plus en évidence. Les autopsies, elles permettent de voir globalement si l'oiseau est mort noyé, donc s'il y a de l'eau dans les poumons. Et en général, on met pêche accidentelle probable. C'est difficile d'avoir une pêche accidentelle prouvée à certaines. Mais on suit cela de près aussi parce qu'évidemment, ça peut être, d'une part, ça impacte, ça peut avoir des conséquences quand même assez fortes sur les populations d'oiseaux.
Et puis après, les efforts qui peuvent être mis en place pour réduire cette cause de mortalité, dans le temps, c'est bien aussi de suivre ça. Ça peut servir d'indicateur aussi par rapport aux actions qui peuvent être entreprises pour limiter ce type de dégâts. Il me semblait que tout à l'heure, il y a l'un des signes d'un soupçon de pêche accidentelle, c'est quand on trouve un cadavre d'oiseau sur lequel il n'y a plus de pattes, voire plus de tête, c'est qu'en fait, quand on l'a sorti du filet, les gens ont enlevé les... Okay. Ouais, donc quand c'est sectionné avec un objet tranchant, qu'on retrouve vraiment les pattes sectionnées ou la tête, généralement, oui, c'est parce qu'il a fallu démailloter l'oiseau, et puis pour faciliter le démaillotage, et que les pattes ou la tête ont été sectionnées. Donc ça c'est un des indices qui peut aussi... s'accumuler à l'indice de l'eau dans les poumons qui permet de trouver... Donc c'est surtout ces 3 indicateurs-là sur lesquels on travaille. Après, on pourrait aller plus loin parfois. Alors avant, je sais qu'ils passaient des radios des oiseaux. Que radiographie des oiseaux, ça permettait de voir les plombs, par exemple, lors d'une activité. Si l'oiseau est mort... Si tu as un tir lié à la chasse, ça peut avoir aussi son utilité, mais bon, nous, on en reste aux autopsies par rapport à nos indicateurs. Donc les autopsies, elles sont faites dans le laboratoire du Pas-de-Calais. Juste pour préciser, en fait, je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais donc là, ce matin, on a ramassé des cadavres d'oiseaux qui sont ensuite envoyés en laboratoire. Voilà, c'est ça. Alors ce matin, on a trouvé donc 2 guillemots en bon état, exploitables. Donc on a eu une tempête il y a 2 jours. On peut imaginer que ces oiseaux-là ont été épuisés et puis se sont échoués. En tout cas, le vent, les courants ont favorisé leur échouage. Ils ont été prélevés. Donc, tout le protocole actuel pour la grippe aviaire, évidemment. Si les gens qui nous écoutent trouvent des oiseaux comme ça, il ne s'agit pas de les prendre, d'y toucher. La mesure, c'est on n'y touche pas, on laisse sur place. Il y a l'OFB qui s'occupe dans le cadre d'un réseau qui s'appelle le réseau Sagir, d'intervenir quand il y a vraiment plusieurs oiseaux observés à un certain endroit, sur une certaine distance, pour récupérer les cadavres. Et il faut avoir des personnes qui ont tout le matériel. Donc nous, on a la dérogation, évidemment, pour récupérer ces espèces-là. Et on a eu tout un protocole, on a été briefé par l'OFB là, sur une petite réunion de décembre, parce qu'on est quand même sur une période assez très sensible avec ça. Il ne faut pas se mettre en danger, que ce soit les promeneurs, etc. Donc voilà, faire quand même attention à ce problème de grippe aviaire, quoi. Quand l'action s'insère dans un cadre associatif, c'est encadré, tu as des gants, tu as un masque, c'est pas au pif, on le met dans son sac et hop, on est reparti avec le guillemot. Voilà. Non, c'est sérieux. Les causes de mortalité les plus fréquentes, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, généralement sur le terrain, on ne réussit pas à voir de quoi l'oiseau est mort. Souvent, dans les autopsies en tout cas, il y a l'épuisement lié à un mauvais état physiologique. On retrouve pas mal de parasites. Alors là, on le voit peut-être dans ce petit bilan d'autopsie que je t'ai ramené, mais on peut trouver pas mal de vers nématodes, des choses comme ça. Tu vois, là, on voit des bactériologies sur organes, donc isolement de certaines bactéries, il regarde s'il n'y a pas des salmonelles dans les intestins. Et du coup, il y a pas mal d'oiseaux qui ressortent comme ça, avec un état physiologique qui explique la mort en partie. Et puis après, donc, on a la pêche accidentelle qui est pas mal mise en avant souvent. Et puis les hydrocarbures, ça ressort un petit peu, mais beaucoup moins qu'auparavant. Et heureusement. Il faut savoir que les hydrocarbures, tout du moins à l'échelle des côtes françaises, on va dire, maintenant on a des suivis par hélicoptère, etc. Ça a été énormément encadré. Et heureusement, ces pratiques-là, elles ont diminué dans le temps grâce à toute cette police qui a été mise en place. Parce qu'auparavant, les dégazages, ce sont des nettoyages des cuves des bateaux. Parce que le mazout, à un moment donné, devient lourd, devient inexploitable pour faire fonctionner le moteur. Et donc, ils nettoyaient auparavant facilement les cuves en mer, ni vu ni connu, parce que dans un port, ça coûtait cher. Et donc, on avait facilement, dans les années 80, ce type de phénomène. Et là, on avait quand même des mortalités qui sont impressionnantes, qui sont à peine croyables. Là, par exemple, j'ai regardé dans la bibliographie, on a en 81, il y avait 678 guillemots. C'est sur 4 ramassages dans un hiver. Mais donc on arrivait à certains ramassages qui devaient être à plus de 200 individus, on peut imaginer, et que nous, actuellement, trouver
une vingtaine d'individus au cours d'un ramassage, c'est déjà énorme. Donc là, on est sur des proportions quand même qui sont... Il devait repartir avec une voiture remplie de... Alors ouais, pour le coup, oui. Bon, après, tout partait à l'équarrissage. Ça, à l'époque, ils ne faisaient pas de prélèvement anthroporoutopsie, mais au moins, ils ramassaient tout, ils les exposaient même sur... c'était fait chez nous, donc à Saint-Valery, sur le quai Jeanne d'Arc, pour montrer, sensibiliser aussi les passants, pour montrer que voilà, on pouvait trouver toute cette quantité d'oiseaux. Et quand on voit les photos, c'est juste impressionnant. Et ces oiseaux-là étaient à plus de 95% souvent mazoutés. Quand on avait des gros... Les mazoutages, c'était vraiment... Sur l'impact des populations comme les guillemots, c'est énorme sur les alcidés. On a hélas aussi en tête tout ce qu'il y a pu y avoir comme type de marée noire suite à des... Alors, qui peuvent toujours être d'actualité, hein. Donc il y a un peu d'amélioration, on a l'impression chez nous. C'est une bonne nouvelle. Ça fait du bien. C'est une bonne nouvelle. Après, peut-être qu'on a aussi moins de population d'oiseaux en mer ces dernières années, parce qu'il y a le réchauffement. On trouve aussi moins de guillemots, ça je ne l'ai pas dit, mais peut-être que c'est lié aussi à ça. Avant, les hivers étaient plus froids, donc les populations descendaient beaucoup plus. On retrouve aussi des quantités pareilles de guillemots. Alors, même sans mazoutage, peut-être que les quantités étaient beaucoup plus fortes en oiseaux retrouvés morts, parce qu'on avait des populations, tout est lié aussi aux populations en mer, hein, faut le rappeler. On a eu des records, alors juste un petit record à souligner, que j'ai retrouvé aussi dans la bibliographie, c'est en 91, une vague de froid, on n'a pas parlé des vagues de froid, et là on avait en moyenne sur tout, alors c'est avec les côtes, il y avait même les côtes belges, ils ont fait vraiment un gros point, parce qu'on a eu une mortalité mais totalement inhabituelle, on était en moyenne à 45 individus par kilomètre trouvé, dont certains secteurs étaient jusqu'à 270 et quelques individus trouvés au kilomètre. Et là, c'est de la vague de froid et avec beaucoup d'oiseaux terrestres, des grives, des passereaux qui allaient mourir en mer en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été complètement inhabituel, record. Quand on voit les chiffres, on se dit mais c'est pas possible parce que nous, avec nos 2-3 individus par kilomètre trouvés, et là, quand on te raconte des chiffres de jusqu'à 270 individus au kilomètre, non, mais c'est total hécatombe. Donc les vagues de froid, ça peut être aussi on n'en a pas eu des grosses ces derniers temps parce que le réchauffement. Mais avant, c'était aussi une cause de mortalité qui n'était pas minime, quoi. Là, c'est la question impertinente du podcast. C'est si tu devais être un oiseau, quel oiseau serais-tu et pourquoi ? Alors, cette question, elle est compliquée. Parce qu'être un oiseau aujourd'hui, alors autant étant gamin, ça m'aurait fait rêver. Mais alors être un oiseau aujourd'hui, quand on voit tout ce qui peut arriver, ouais, c'est quand même compliqué. J'aurais intuitivement envie de dire un oiseau qui vit assez longtemps, parce que c'est quand même plaisant de vivre assez longtemps. Alors, je sais pas, je pense à l'albatros. Un albatros, ça peut vivre jusqu'à 60 ans. Hein. Oui, il y a eu des cas. Vivre assez vieux, c'est bien. Puis bon, se laisser flotter au-dessus de la mer. Bon, faut pas trop avaler de bouchons plastiques ou des choses comme ça parce que ça leur arrive aussi. C'est fini comme le fulmar. Ni les filets de pêche Mais quand on réussit à faire une belle vie d'albatros, je pense que c'est assez plaisant de passer son temps en mer. Une explication très rationnelle. C'est parfait. Dernière question, on a beaucoup parlé d'oiseaux morts, d'oiseaux marins morts, mais au contraire, en fait, quelles sont ta ou tes plus belles observations d'oiseaux pélagiques, donc d'oiseaux marins ? Le plus beau souvenir qui peut me rester et qui perdure parce que tous les ans on fait ce genre de suivi. Moi j'adore, c'est de voir les fulmars sur les falaises picardes parce qu'on les voit d'assez bien, d'assez près. Parce que le Sea-Watch, déjà moi je le pratique extrêmement peu. En fait, c'est plutôt occasionnel parce que j'habite pas sur le littoral. Et du coup, moi, les oiseaux en mer, au niveau d'identification, ça, c'est une affaire de spécialiste. Donc, voilà. Donc, avec les fulmars, au moins, je les vois d'assez près. Et puis, j'adore notamment en fin de journée parce que là, on a le soleil qui donne sur les falaises. Et puis, c'est des spectacles assez sympas avec le coucher du soleil, les fulmars qui sont en pleine période de reproduction, qu'on peut observer. Ça, c'est mes plus belles observations d'oiseaux marins, pour le moment. Merci beaucoup, en tout cas, Sébastien. Eh bien, merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de répondre à tes questions. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver et suivre le podcast sur Instagram. Vous pouvez vous abonner sur différentes plateformes, noter le podcast et en parler autour de vous. Dans tous les cas, je vous remercie de faire exister L'Allule et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.